Bonjour. Alors il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup de sujets de vidéos. Alors des thèmes que j'ai déjà, utilisés dans des vidéos passées. On me redemande de me reposer des questions sur l'astrologie. Y a-t-il un treizième signe? J'en ai parlé déjà, je crois. Non. Pour moi, non. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de treizième signe. On l'appelle le serpentard ou serpentaire. C'est le signe qui serait entre la Vierge et le Scorpion. Non. Il n'y a pas de treizième signe dans le zodiaque, il y en a 12. Il faut savoir que 12, 7 sont quand même les chiffres de la création. C'est pas un hasard s'il y a 7 jours dans la semaine, c'est pas un hasard si on a 7 chakras, c'est pas un hasard s'il y a 7 tons dans une gamme, c'est pas un hasard s'il y a 12 demi-tons. Sachez que la musique, les vibrations sonores sont à la base de toute création, donc on a 7 notes dans une gamme et on a 7 tons et on a des 12 demi-tons. Hein. Donc le 7, le 12. Donc en astrologie, on va retrouver ces chiffres, notamment 12. La roue du zodiaque se divise en 12, pas en 13, ça n'existe pas. Hein. Donc tout ça, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Nous avons toujours dans les signes du zodiaque des composantes avec les influences planétaires qui vont faire que certains signes vont développer des qualités différentes de leur qualité originelle. Par exemple, le signe de la Vierge, puisqu'on en parle, si vous avez un Pluton puissant dans le signe de la Vierge, avec Mars par exemple, eh bien, on obtient ce qu'on appelle une Vierge folle, à savoir à mi-chemin entre la Vierge et le Scorpion, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout l'opposé d'une Vierge. C'est-à-dire quelqu'un qui a des comportements excessifs et qui cherche les rapports passionnés, violents, les rapports où la sexualité est très importante, enfin tout l'inverse de la Vierge. Hein. Voilà. Je ne dis pas que les signes de la Vierge ne sont pas passionnés par le sexe, mais beaucoup moins que le Scorpion. Hein. Voilà, donc voilà ce qu'on a. C'est juste une question de composantes avec les planètes. Effectivement, les planètes nous influencent beaucoup plus que les signes zodiacaux. Hein. J'ai déjà expliqué que les signes zodiacaux avaient très très peu d'influence sur l'être humain ordinaire en plus, quoi qu'il en soit. Les signes zodiacaux, les constellations zodiacales ont très 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 peu d'influence sur l'humain, très très peu. Il faut comprendre et diviser les signes zodiacaux comme étant des compartiments en réalité de saisons hein, sur notre planète. Et j'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo sur l'astrologie. Voilà. Donc après, en ce qui concerne les maisons, ce qu'on appelle les maisons, il y a aussi 12 maisons et non pas 13, donc il y en a 12, tout est en 12. Hein. Et effectivement, il y a 12 maisons et les maisons sont des secteurs d'activité. Donc si vous avez par exemple votre ascendant qui est Lion et que vous avez la Lune sous l'ascendant, c'est-à-dire en maison 1, l'ascendant est la maison 1, eh bien l'ascendant c'est votre développement personnel, c'est vous-même, votre ego, votre personnalité, la façon dont vous allez vous exprimer. Hein. La maison 1, c'est vraiment les armes, les outils qu'on vous a donnés pour vous exprimer. Hein. Pour exprimer votre personnalité. Alors votre personnalité, si vous êtes par exemple vierge, alors ça vous donne une teinte de fond de quelqu'un de relativement organisé, qui a une sainte horreur de la saleté. Ça c'est dans le... Je parle en généralité. Hein. Il y a des vierges qui sont absolument pas maniaques, mais en général la vierge est maniaque, parce que la vierge est régie par Mercure, et Mercure, tout comme le Gémeaux, hein, Mercure régit aussi les Gémeaux, ce sont des gens qui sont maniaques, qui sont ordonnés, qui sont... Voilà. Après, il se peut que Mercure soit complètement en ce qu'on appelle en chute dans un thème, et que même si quelqu'un est du signe de la Vierge avec un Mercure très peu influent, on ne va pas retrouver de signe de les particularités maniaques et ordonnées de la Vierge. Hein. Donc c'est pour ça que les composantes planétaires sont très importantes. Donc je disais, si vous êtes Vierge, du signe de la Vierge, du signe solaire, vous êtes né en Vierge, votre soleil est en Vierge, vous avez des composantes de personnes qui cherchent à prendre bien soin de votre corps, de votre santé, qui aiment bien les choses propres, carrées, vous aimez tout compter, classer, classifier, vous aimez bien vous enrichir intellectuellement, etc. Ça, c'est la teinte de fond. Si vous avez un ascendant Lion, vous allez avoir tendance à vouloir briller, vouloir être au-dessus des autres, vouloir commander. C'est votre ascendant, c'est votre ego qui va s'exprimer. Et puis, on vous donne la Lune, en plus, comme planète.
La Lune est une planète pardon, qui donne des personnalités à la Charlie Chaplin, c'est-à-dire des clowns en puissance, des gens théâtraux, des gens qui aiment se comporter, avoir un public, vous voyez, qui sont des gens qui font rire tout le monde, vous voyez, les De Funès, ça c'est les lunaires, hein. Voilà, les lunes. Donc, si vous êtes ascendant Lion et en plus vous êtes lunaire, vous avez la Lune en dominante, automatiquement vous êtes quelqu'un qui allait aimer être le trublion, comment on dit, celui qui est l'entertainer, quoi, celui qui fait marrer tout le monde quand on se retrouve. Voilà, c'est le clown, quoi, le clown de service. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ça vous enlève du talent. Il y a des tas de gens qui sont de grands comédiens et même des musiciens qui ont cette composante. Hein. La Lune donnant beaucoup d'imagination, donc de la créativité. Si vous avez de l'autre côté de votre thème tout ce qu'il faut pour faire de vous un artiste, eh bien, vous allez être un artiste créatif qui va rencontrer un public à un moment donné, qui sera toujours en relation avec le public, qui devra amuser la galerie en permanence. Il va se sentir un peu investi de ce genre de rôle. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne l'astrologie. C'est très simple, hein. Il y a les signes astraux, il y a les ascendants, donc, qui sont aussi des signes astraux, mais ce sont des symboles tout ça. Hein. Voilà. C'est pas la constellation du lion qui va vous influencer si vous êtes ascendant lion. C'est l'énergie du lion qui est l'énergie de l'époque où rentre en activité, si vous voulez, ce signe, c'est-à-dire le lion, c'est au mois de juillet, c'est entre juillet et août, hein, c'est du 21 juillet au 21 août. Le lion apparaît dans une époque terrestre où on est en plein été, où les choses n'ont jamais été aussi brillantes, n'ont jamais été aussi belles, n'ont jamais été aussi... Les fruits sont gros, les arbres sont prêts, sont vraiment complètement épanouis, la végétation est à son maximum, tout brille et tout est beau. C'est ça le lion. Hein. Alors si vous êtes vierge ascendant lion, vous allez avoir vraiment une sainte horreur de l'insulte, de la bassesse, parce que le lion aime les choses élevées, hein, c'est un peu le monarque. Et la Vierge, elle, aime les choses propres. Donc vous allez être quelqu'un qui n'aime pas les choses avilissantes, les choses rabaissantes, les gens qui parlent mal. Ça, c'est votre teinte de fond. Et puis après, si vous avez une lune en maison 1, vous allez avoir en plus quelqu'un de populaire. Et puis si vous avez par exemple Neptune dans une autre maison, mais une maison angulaire, et il y a 4 maisons angulaires, la maison 1, la maison 4, la maison 7, la maison 12, si vous avez par exemple un Neptune en maison 10, j'ai dit maison 12, pardon, c'est maison 10, la 4e maison angulaire. C'est la maison de la profession, de l'ascension sociale, de votre but à atteindre professionnel, si vous préférez. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, Saturne en maison 10, eh bien vous allez être quelqu'un d'extrêmement ambitieux et qui va mettre du temps et qui va minutieusement construire son ascension sociale, que rien ne pourra l'empêcher. Parce que Saturne en maison 10, on fonce dans cette direction et on ne s'arrête pas. Voilà comment fonctionne l'astrologie. Hein. Alors voilà. Après, les planètes entre elles ont des relations qui font qu'elles vont plutôt se dynamiser ou plutôt se neutraliser. C'est un peu complexe, je ne peux pas expliquer l'astrologie comme ça dans une vidéo, mais pour répondre à la question, y a-t-il un 13e signe? Non. À la découverte potentielle de la planète fantôme, celle qu'on nous dit qu'on va découvrir une planète qui est plus grosse que Neptune, je crois, j'ai pas suivi, mais je crois que c'est à peu près ça. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, mon propre astrologue, moi, celui qui m'a initié à l'astrologie il y a maintenant longtemps, m'a dit déjà il y a presque 30 ans qu'on allait découvrir une grosse planète hein, qui était plus grosse que Neptune. Il me l'a déjà dit. Alors lui, il avait sorti un bouquin et lui-même l'appelait Proserpine. Donc, je pense qu'elle ne s'appellera pas Proserpine, mais lui, il l'avait appelé comme ça. Et lui disait que, alors ça va correspondre à une période humaine, quand on va la découvrir. Quand on découvre les planètes, ça correspond à des phases, il va se passer des choses sur la planète, chez nous. Quand on découvre une planète, ça veut dire que d'un coup, elle arrive à notre vue, et quand une planète arrive à notre vue, il y a des énergies nouvelles qui arrivent. Donc là, oui, ça va être intéressant. Pour mon astrologue, cette planète allait être la planète qui allait faire accepter le monstre, c'est-à-dire on va abolir un petit peu le rejet de la différence.
hein. C'est ce qui fait que nous, humains, rejetons les gens différents. Et bien avec cette planète, lui pour lui, ça va être l'acceptation des gens différents. Ça va être l'acceptation de la différence, l'acceptation de la... Voilà. Donc c'était ça. Il disait déjà ça il y a 30 ans, vous voyez, c'était quand même un grand astrologue pour moi. Voilà, donc en ce qui concerne l'astrologie, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà tout dit dans les autres vidéos, je ne vais pas me répéter encore et encore. Il y a beaucoup de questions, alors je vais essayer de pas tout mélanger, on va faire un question-réponse. Oui, se protéger. Alors, vous me demandez souvent... Vous me demandez souvent comment faire pour se protéger des énergies négatives des autres. Voilà qu'il tombe parfaitement dans la découverte de Proserpine, la planète. C'est que justement, il ne s'agit pas de se protéger des autres. C'est quand on est dans un cheminement, c'est pas se protéger des autres, c'est apporter votre rayonnement personnel, votre lumière. Si vous êtes entouré de gens noirs en vibration, j'entends bien, hein, si vous êtes entouré de personnes qui sont nocives, certes, essayez de pas trop passer votre vie avec, ça va pas vous... Mais si vous êtes dans l'empathie, dans la compassion, le don de soi, et que vous n'attendez rien de ces gens-là, parce que souvent, on veut se protéger parce qu'on attend quelque chose des autres, et que comme nos attentes ne correspondent pas à ce que les autres nous donnent, on veut se protéger des mauvaises vibrations qu'ils nous donnent. C'est pas, je suis désolé, mais ça, c'est pas un comportement spirituel, pardon. Très souvent, même dans les salons du bien-être ou dans les conférences quand j'en fais, ou quand je vais dans des petits séminaires où les gens se retrouvent pour parler yoga, parler bien-être, ils sont là, non, on ne nous parle pas de choses négatives, ils sont là, ils ont peur de choses négatives. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de puissance et de force en eux-mêmes pour dire les choses négatives ne nous toucheront pas de toute façon, puisque j'ai mon rayonnement, j'ai ma Merkaba, j'ai mon champ magnétique, j'ai mon corps de lumière, j'ai ma présence Ayam, voilà, je suis un être de lumière, donc les choses négatives. Est-ce que la noirceur de l'univers touche la clarté des étoiles? Est-ce que vous comprenez cette métaphore simple? Est-ce que le soleil faiblit parce que l'univers tout autour, le cosmos, est noir? Non. Le soleil brille. Et il s'en fout de savoir que 96% du cosmos est rempli de noir. Les étoiles sont là pour éclairer cette noirceur qui est dans le cosmos à 96%. Hein? Nous sommes également ici-bas sur Terre pour éclairer cette noirceur qui, hélas, sévit actuellement sur la planète. Donc, le but n'est pas de fuir tout ce qui est négatif et tout ce qui est noir, disons comment je vais faire pour me protéger. Le but n'est pas là. Le but est de faire grandir notre lumière intérieure afin que cette noirceur s'éloigne d'elle-même. Vous savez, les gens qui sont noirs, les gens qui sont vraiment des profiteurs, des gens comme ça, lorsque vous vous centrez et que vous êtes dans la lumière et que vous leur faites comprendre que vous avez un chemin et que votre chemin c'est don de soi et que vous ne pouvez rien faire pour eux parce qu'eux ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, ils s'en vont d'eux-mêmes. Ils s'en vont d'eux-mêmes. Mais je peux vous garantir que ça ne sert strictement à rien de vouloir être aimé de tous. Hein. Les gens doivent vous aimer, vous attirez à vous les gens s'ils sentent que vous êtes bon pour eux. Quand ils sentent que d'un coup vous n'allez pas dans leur sens, voilà, ils s'en vont, ils disent oh, bah non, cette personne. Parce que votre rayonnement les dérange, parce que votre lumière les dérange. Hein. Et croyez-moi, c'est pas que je suis un être spécialement hyper lumineux, c'est pas du tout ce que je vais dire, mais croyez-moi, j'en fais fuir plus d'un, moi. Dès qu'ils commencent à venir vers moi avec leurs petits problèmes, leurs machins, et que ça tourne en rond parce qu'ils se regardent le nombril et qu'ils n'ont pas du tout envie de lever la tête et de se regarder dans la glace, quand vous leur mettez un miroir en face d'eux-mêmes et que vous leur dites bah, regardez d'abord ça, ils s'en vont. Ah ouais, mais lui, il nous a parlé, ah non, c'est trop dur ce qu'il nous a dit, ça nous a fait pleurer. Combien de fois j'entends ça? Combien de fois ça? Les gens ne veulent pas se remettre en question. C'est pas votre problème. Les gens font ce qu'ils veulent, ils vont à leur rythme, ils se remettent en question s'ils veulent, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est d'essayer d'apporter votre propre lumière, de rayonner et d'avoir votre propre aura, en fait, si vous voulez, et votre propre champ lumineux. C'est comme ça que vous allez amener les gens, ou en tout cas votre entourage va changer. Hein, voilà. Tous on va dire, entre guillemets, les parasites, parce que j'aime pas ce terme, c'est assez avilissant, mais il y a des gens qui ont un comportement parasite. Eh bien, tous les parasites, lorsque vous allez leur faire comprendre qu'il n'y a rien à prendre chez vous, que ce que vous avez à leur offrir, et rien de plus, partiront. Hein? Alors les gens qui sont dans l'empathie exagérée, encore une fois, là je prêche toujours la voie du milieu, il y a des gens qui sont toujours, vous savez,
Il y a des nécessiteux autour d'eux, ils attirent les nécessiteux, ils attirent les parasites, hein, sans vouloir être méchant. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que dès qu'ils ont de la pitié, et il faut toujours qu'ils fassent quelque chose, et puis ça leur prend énormément d'énergie, et puis au bout d'un moment ça les épuise, et puis au bout d'un moment ils rentrent en colère, et puis ils veulent plus voir personne. J'en ai marre, vous m'énervez que... Vous voyez ça, ce comportement. Ben ça, encore une fois, c'est ce genre de personnes qui viennent me demander comment on peut se protéger. Mais déjà, commencez par arrêter de donner plus que vous ne pouvez. Donnez ce que vous avez à donner, et rien de plus. Rien de plus. Ça sert à quoi? Personne ne vous a jamais demandé, quand vous faites un don du sang, vous donnez maximum 40 centilitres de sang, hein, parce que la rate peut remplacer ça instantanément. Voilà. Où il n'est pas question de donner 1,5 litre. On ne vous a pas demandé de vous vider de vos forces vives pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est... Là, on n'est plus dans l'empathie, on est dans la faiblesse. Voilà, on est dans la faiblesse, on est dans l'influence, on est dans l'incapacité de savoir dire non. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Désolé, aujourd'hui, ça s'arrête là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on est quelqu'un de trop généreux, de trop gentil. Hein. Parce que être généreux, gentil, c'est très bien, mais à partir du moment où ça vous coûte, vous, en énergie, où ça vous coûte, non, il ne faut pas que ça vous coûte. Vous devez avoir à donner ce que vous avez à donner, pas plus, ni moins. Voilà. C'est tout. Et les gens doivent comprendre ça. Alors si vous les avez habitués pendant des années à vous donner tout ce que vous avez, et que du jour au lendemain vous leur dites non, ils ne vont pas comprendre. Et ils vont vous tourner le dos. Et c'est pas grave qu'ils vous tournent le dos. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait ce que vous avez pu pendant des années, peut-être. J'en ai connu des gens comme ça, il y en a dans ma famille. Des gens qui sont vraiment bons, mais qui piquent des crises d'un coup parce qu'ils estiment qu'ils se vident eux-mêmes de leur énergie. Oui, mais on ne leur a pas demandé de se vider de leur énergie, personne ne demande ça à personne. Voilà. Donc se protéger, non. Rayonner et savoir ce que vous pouvez donner et ne pas donner. Quand vous êtes thérapeute, par exemple en Reiki ou tout ce qui est thérapie de bien-être, etc., basé sur l'énergétique, vous savez que vous ne pouvez pas faire, par exemple, quelqu'un qui vient avec une maladie, une pathologie lourde, vous ne pouvez pas lui faire une séance de 3 heures rien que pour elle, c'est parce que sous prétexte qu'elle a une pathologie lourde. Vous faites ce que vous avez à faire, et à partir du moment où votre soin était terminé et que vous pensez avoir fini votre soin, c'est merci madame, merci monsieur, à la prochaine, on se revoit la semaine prochaine. Je ne vais pas vous garder tout l'après-midi, vous n'allez pas dormir chez moi, sous prétexte que je suis quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Non, moi j'ai que ça à vous donner. On a fait une demi-heure, 1 heure, je ne peux pas plus, j'ai du monde qui attend derrière, il y a aussi d'autres gens, et on s'arrête là. Il faut savoir dire, ça s'arrête là. Dans tout domaine. Donc vous protéger, non. J'ai pas d'outils à vous donner pour vous protéger. Vous pouvez porter des cristaux qui vont à la fois vous protéger des mauvaises vibrations, mais de toute façon, vous savez, il n'y a pas de meilleur protecteur que votre propre mental. Le mental est une barrière pour toute énergie, qu'elle soit positive ou négative. Donc si vous programmez votre mental à ne laisser passer et sortir que des énergies positives, rien ne vous atteindra. Même la magie noire. Voilà. Donc bon, il y a certaines magies qui sont puissantes, mais le mental est vraiment une barrière. Vraiment. Donc programmez votre mental à être axé dans la lumière. Et le don de soi, de ce que vous pouvez donner, et pas plus. Et vous n'aurez pas de problème. Alors, la différence entre la colère et la rébellion. Alors ça, souvent, on me fait la réflexion, on me dit, t'es un peu colérique, même sur mon Facebook, des fois on me dit, dis-moi, t'es agressif. Non, je suis pas agressif. Je suis pas agressif, mais parfois, je suis lassé, c'est vrai, de répéter les mêmes choses 150 fois, et d'avoir encore systématiquement les mêmes reproches, alors que les gens ne comprennent pas ce que je dis. La colère est un sentiment, est une émotion qui est une émotion à vibration basse, qui, lorsqu'elle est incontrôlée ou incontrôlable, il y a des gens qui sont colériques de nature, se mettent ce qu'on appelle hors d'eux-mêmes. Vous savez, je suis hors de moi. Ben, oui, l'expression est bien trouvée. C'est que votre corps astral prend le dessus. C'est vraiment le corps astral, mais le bas astral, c'est vraiment le corps astral, c'est l'émotionnel, hein, c'est au niveau de l'estomac que ça se passe, qui vraiment, mais alors, je ne maîtrise plus rien. Le mental, je ne l'entends plus. Ma raison, elle est dans un coin. Ma conscience, rien à foutre. Je suis prêt à aller flinguer le mec d'en face parce qu'il m'a fait un tête à queue ou il m'a fait un je sais pas quoi. Voilà, je suis hors de moi. Alors ça, ce sont des états où, bien entendu, d'un coup, c'est le corps émotionnel qui vous domine, et c'est vraiment lui qui vous domine, qui domine votre conscience, votre raison, votre mental. À aucun moment, vous êtes capable de vous raisonner, de dire non, mais non, je vais me calmer, c'est pas grave. Et il y a des gens qui sont même capables de rentrer dans des colères comme ça, même quand ils ont des gosses à l'arrière dans la bagnole, ou voilà.
Donc, non, alors c'est une émotion extrêmement néfaste, extrêmement négative pour l'être humain, la colère. C'est une émotion qui bloque tout apport de lumière, tout apport de spiritualité. Euh, et c'est une émotion justement, qui vous fait devenir rouge, hein, le sang monte à la tête et expulse le corps mental. Hein. Donc, c'est vraiment, si vous êtes colérique, il faut vraiment travailler sur ça. C'est vraiment quelque chose de très négatif, la colère, pour un être humain. Et un être humain qui veut rentrer dans la lumière, s'il est colérique, il n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de progrès. Voilà. Il faut vraiment calmer sa colère, calmer son feu de la colère. Et ça, pour ça, alors là, pratiquez vraiment le yoga, faites du tai chi, faites du qigong. Il y a plein d'outils, hein. Les orientaux ont des années d'avance, hein, des siècles d'avance sur les occidentaux dans ces domaines, et ils ont inventé des tas d'outils justement de prise en charge de son émotionnel, hein, et de sa colère. Hein. Très important, la colère est quelque chose de très néfaste. La rébellion, ça n'a strictement rien à voir. La rébellion, c'est l'insoumission, c'est je refuse de me soumettre. Et je refuse les bêtises qu'on essaie de me vendre, je refuse les mensonges qu'on essaie de me faire avaler, je refuse les manipulations de masse. Ça, c'est de la rébellion. Ça n'a rien à voir avec la colère. Alors parfois, ça peut ça peut agacer, ça peut nous amener à la limite de la colère. Mais la colère, tant qu'elle est maîtrisée, tant que c'est juste un agacement, et que vous reprenez tout de suite le dessus, voilà, il faut essayer d'arriver en sorte de ne pas s'agacer, et de dire de toute façon, c'est comme ça doit être comme ça, mais sans tomber non plus dans le... Comment on dit ? Dans l'acceptation totale, parce que tomber dans l'acceptation totale de ceci doit être comme cela et puis il n'y a rien à faire, c'est comme ça revient aussi à être soumis. Hein, vous êtes d'accord ? On ne peut pas tout tolérer sous prétexte qu'il faut être tolérant. Il y a des choses intolérables. Hein, par exemple, l'excision, on en a parlé récemment sur mon Facebook. Non, c'est pas parce que c'est un imam qui le dit qu'on pourrait éventuellement prendre en considération le fait que, oui, pourquoi pas. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. L'excision, les mutilations, pour X raisons, qu'elles soient religieuses ou autres, sont intolérables. Voilà. Moi, je regrette, mais je ne peux pas rentrer dans le discours de oui, mais quand même, tu pourrais quand même regarder. Non, il n'y a rien à discuter, c'est intolérable. C'est tout. On parlait de la circoncision aussi. La circoncision pour raison médicale, oui, mais raison médicale, il faut qu'elle soit vraiment justifiée pour couper le prépuce. Hein. Parce qu'un prépuce, quand on l'enlève, c'est une mutilation aussi. Si on a été créé avec un prépuce, c'est pas pour qu'on nous le coupe, hein. Ni à l'âge de 3 mois, ni à l'âge de 7 ans. Hein. Ça n'a pas été conçu pour ça. Le prépuce a un rôle très important de protection du gland, et le gland n'est pas fait pour être en contact à l'air libre avec tous les microbes et les bactéries. Hein. Et le prépuce protège de ça. Bien entendu, s'il est nettoyé tous les jours. Hein. Ça, évidemment. Alors, à l'époque, on coupait parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, parce que c'était pas facile de se laver. Hein. Mais à l'époque, je remonte à plusieurs siècles en arrière, plusieurs millénaires pour les juifs et plusieurs siècles pour les musulmans. Aujourd'hui, on a l'eau courante. Je veux dire, quel intérêt d'aller se faire couper par idéal religieux ? Il n'y en a aucun. Hein. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout hygiénique. Et c'est pas fait pour ça. Voilà. Encore une fois, c'est de la mutilation. Et je m'insurge, moi, contre la circoncision. Je m'insurge. Voilà. J'ai une vraie rébellion contre ça. Quand j'étais enfant, j'étais scandalisé par le fait qu'on coupe les prépuces. Et j'ai refusé qu'on me le fasse parce que mon pédiatre voulait me le faire. Alors, il voulait juste une petite incision parce que le frein était trop... bon. J'ai dit non, j'ai refusé, mais j'ai refusé violemment. Hein. Mes parents ont dit bon, d'accord, ok. Et je suis resté comme ça, et quand j'ai eu les premiers rapports sexuels fréquents, ça s'est déchiré, et ça s'est déchiré. Ça m'a fait mal pendant une semaine, et puis c'est fini. Voilà. Et je suis pas mort. Et je garde mon prépuce, et je suis très heureux. Voilà, ça c'était la petite page personnelle. Mais tout ça pour vous dire que non, la rébellion et la colère n'ont rien à voir. Alors la rébellion peut mener à la colère, mais la colère doit être maîtrisée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il faut maîtriser. Il faut se maîtriser, s'auto-maîtriser. Quand quelqu'un vous cherche des noises et met une claque à votre femme devant vous, c'est difficile de ne pas se mettre en colère. Mais il faut arriver à rendre une défense proportionnée à cette attaque. C'est-à-dire le mec, il faut le neutraliser, et il faut essayer de rester maître quand vous neutralisez. C'est pour ça que faire des sports de combat vous permettent de vous maîtriser et de savoir neutraliser quelqu'un sans exagération, sans devoir sortir un couteau, une arme à feu, lui mettre une balle parce qu'il vous a mis une tarte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours être quand même dans la maîtrise.
Et moi, pour moi, la maîtrise de soi passe aussi par la maîtrise de ses colères, là, bien entendu, la maîtrise de toutes ses émotions, et la maîtrise de son corps physique aussi, de sa force. Hein. Voilà, donc petit aparté, la rébellion et la colère, rien à voir. La rébellion peut être bénéfique, la colère, non, jamais. Très rarement, très très rare. Hein. Et la colère mène au côté obscur de la force, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas que George Lucas est un initié et qu'à travers ces personnages de Star Wars, il nous parle et il nous passe des messages qui sont très justes et qui sont très spirituels. Hein. La colère mène à la soumission mène à le côté obscur, elle mène à la haine. Hein. C'est tout à fait vrai tout ça, hein, le côté obscur. Voilà, donc on m'a demandé de parler de la sexualité. C'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet, je croyais, mais bon, peut-être pas. Et je voulais aborder le sujet de la Kundalini, des feux internes, de l'amour inconditionnel et conditionnel. Quelle est la différence? Bon, ça on me pose des questions. Et un topo en différence entre l'émotion et le mental. Bon, alors j'en parlerai dans une autre vidéo que je vais faire prochainement. Et je parlerai de ces sujets-là sur la prochaine. Là, c'était le question-réponse 26. Je vous souhaite une bonne continuation. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Facebook. Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. Et évitez de troller, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, parce que je ne réponds pas et je bannis. Hein, donc ça sert à rien. Au revoir, à bientôt.